Bonjour et bon réveil, mercredi 15 octobre, regard croisé ce matin sur la crise financière, le rôle de l'État et de l'Europe dans la tourmente économique, alors que Nicolas Sarkozy présentera cet après-midi aux 27 pays de l'Union européenne le plan de sauvetage décidé dimanche par les 15 États de la zone euro, plan qui prévoit la nationalisation partielle des banques et des garanties sur leurs emprunts. Ce sommet de Bruxelles vise à faire endosser ce plan par tous les pays de l'Union européenne. Alors après les plongeons de la semaine dernière, les politiques semblent être parvenus à rassurer les marchés qui se sont repris depuis lundi, mais on va suivre évidemment les choses de très près. Alors pour en discuter ce matin, de regards croisés, puisque regards croisés fatalement ce sont deux regards qui vont se parler, s'opposer et peut-être aussi évidemment se compléter. Nicolas Bavret, historien, économiste, éditorialiste au Point et au Monde, en route vers l'inconnu aux éditions Perrin. Bonjour Nicolas Bavret. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et François Asselineau, qui est président et fondateur de l'UPR, l'Union populaire et républicaine, inspecteur général des finances, ancien délégué général à l'intelligence économique. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Alors vous savez, c'est très court au début, on n'a que 2 minutes, alors je vous demanderai tout d'abord en 1 minute chacun, avant d'entamer peut-être les choses de manière plus profonde, votre lecture générale de la crise. Est-ce que vous avez une appréciation générale pour qu'on puisse vous situer l'angle d'attaque, ce qui retient votre attention en premier lieu? Nicolas Bavret. Bon, c'est une crise qui ressemble par son caractère déflationniste à celle de 29, donc il y a 2 priorités, sauver les banques, ce qu'on est en train d'essayer de faire, et puis éviter une récession extrêmement violente par des stratégies coopératives. C'est ce qui est fait depuis la fin de la semaine dernière, et voilà où nous en sommes. Mais alors vous avez des termes quand même extrêmement, si je lis par exemple ce que vous avez dit au Figaro Magazine, nous affrontons le premier choc global de l'économie monde, c'est vraiment une crise de grande ampleur selon vous. C'est une crise de très grande ampleur, c'est une crise du capitalisme mondialisé qui ressemble aux grandes crises du XXe siècle, c'est-à-dire que ce n'est pas un choc sectoriel ou contenu sur une région du monde comme le choc asiatique de 97, c'est un choc qui ressemble soit au choc pétrolier des années 70, soit à la crise de 29, soit aux crises de sortie des conflits mondiaux en 1918 et 1945. Donc c'est un changement de monde. Changement de monde également, François Asselineau. Écoutez, d'abord une crise, c'est une crise. Ça vient du verbe grec krino, qui veut dire juger. Crisis, en est le substantif, c'est un jugement. Une crise, ça nous permet de juger des théories et des politiques qui ont été menées depuis un certain nombre d'années. Alors ce qui est intéressant avec cette crise, c'est qu'on voit d'un seul coup tomber énormément d'idées reçues, et en particulier on voit apparaître l'un des vrais ressorts de l'économie américaine, qui était une économie d'hyper endettement. Ça permet au passage d'ailleurs, et j'espère avoir l'occasion d'en reparler au cours de cette émission, de relativiser singulièrement tous les discours apocalyptiques sur la France qui tombe ou sur la France en faillite, puisque si un État est en faillite, ce sont les États-Unis d'Amérique. La France qui tombe, c'était vous, Nicolas Bavret, bien sûr. Oui, j'assume. Vous assumez, donc la France ne tombe pas? Non, mais si vous voulez, la bulle de crédit, elle existe, mais elle existe aussi chez nous. C'est-à-dire qu'on peut avoir des bulles de crédit privées et puis des bulles de crédit publiques. Aujourd'hui, les finances publiques françaises sont une énorme bulle spéculative, comme l'était la bulle du crédit privé aux États-Unis. Chaque pays a ses problèmes et ses travers, mais il ne faut pas croire que nous avons vécu de manière plus rationnelle que les États-Unis. D'ailleurs, nous avons fait la même chose, simplement avec de la dette publique et pas de la dette privée. Nous nous sommes endettés pour consommer et sans produire à hauteur de ce que nous consommions. Alors, vous êtes réunis tous les deux, on va y revenir juste après les infos de Jean-Marc Roquez à 7h33, Nicolas Bavret, François Asselineau. Nicolas Bavret avec En route vers l'inconnu, François Asselineau, président fondateur de l'UPR, l'Union populaire, avec des nuages et des averses cet après-midi. Et ce matin, regard croisé sur la crise financière en ce mercredi 15 octobre avec Nicolas Bavret, historien, économiste, En route vers l'inconnu aux éditions Perrin, un titre de circonstance, et François Asselineau, ancien délégué général à l'intelligence économique à Bercy, fondateur de l'UPR, l'Union populaire et républicaine. Sur la question européenne, peut-être peut-on attaquer, messieurs, puisque c'est donc cet après-midi que Nicolas Sarkozy va présenter aux 27 pays de l'Union le plan de sauvetage décidé dimanche. Alors, l'Europe sert-elle enfin à quelque chose? Nicolas Bavret. Je crois qu'il faut bien voir que cette crise est une crise politique autant qu'économique. En réalité, le fond du problème, c'est qu'on a une mondialisation financière qui s'est développée sans du tout avoir les institutions politiques qu'on pouvait mettre en place pour la réassurer en cas de choc. Donc c'est ce qui est arrivé. Et on a vu du même coup, aux États-Unis, les problèmes du plan Paulson et au départ l'Europe se diviser et être incapable de faire autre chose que des politiques de sauve qui peut et de chacun pour soi. Il y a eu 2 grands épisodes révélateurs.
téléspectateurs. L'Irlande qui a fait une garantie illimitée sur les dépôts et du coup ça a achevé de déstabiliser les banques britanniques et puis les banques scandinaves. Et ensuite l'Allemagne qui au départ a pensé que parce qu'elle n'avait pas de bulle immobilière, parce qu'elle avait des finances publiques à l'équilibre, elle ne voulait pas payer pour les autres et donc elle a refusé de voir le problème, moyennant quoi elle s'est retrouvée à devoir sauver une extrémiste, la 4e banque du pays, et devoir elle aussi donner la même garantie qu'elle critiquait chez les Irlandais. Alors tout ceci a changé en bien la semaine dernière, même si c'est fragile. C'est la première fois qu'on a vu exister un gouvernement économique, non seulement de la zone euro, mais étendu, puisque les Britanniques qui ont en fait élaboré le meilleur plan étaient présents à travers Gordon Brown. Et on a articulé, j'allais dire, ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui, c'est-à-dire, premièrement, une solidarité européenne, donc des principes, mais des plans d'action qui sont nationaux, puisque ce sont les États qui ont la compétence pour agir. Et ensuite, sur le plan, donc la priorité qui était le sauvetage des banques et la remise en route du marché interbancaire, selon un peu les principes définis par les Britanniques, un ensemble cohérent, garantie des dépôts, recapitalisation des banques, et puis garantie du marché interbancaire, mais faite par les États sous des principes communs européens. Donc choc salutaire pour vous. Donc c'est la première fois qu'on a vu exister un semblant de gouvernement économique européen. Tout le problème, au-delà de cette situation d'urgence et de crise, c'est qu'il est certain qu'il va falloir ensuite ancrer ça dans la durée et l'institutionnaliser, et donc d'une manière ou d'une autre revenir sur les deux problèmes qui sont apparus là-dedans. Une banque centrale européenne qui a fait la démonstration que ces principes d'action, ces statuts étaient inadaptés à la gestion de la zone euro dans le monde du XXIe siècle, et d'autre part, l'absence de gouvernement économique à mettre en face de cette banque centrale. François Asselineau. Écoutez, tout ça, c'est de la langue de bois. Moi, je voudrais direct au moins, mais vous allez débattre. Oui, absolument. Moi, je voudrais revenir sur un fait, c'est que nous ne sommes pas au milieu de la jungle. Il y a l'Europe, elle existe depuis 1957, et l'Europe, la construction européenne, porte une responsabilité écrasante dans les événements. Je voudrais rappeler quand même à vos auditeurs, parce que personne n'en parle, le fait que toute cette situation vient d'abord et avant tout d'une déréglementation systématique, généralisée des mouvements de capitaux entre les États, non seulement entre les États de l'Union européenne, mais avec les États tiers, d'une volonté continuelle de simplifier les réglementations, d'une volonté d'inciter à créer un marché des capitaux transatlantiques, d'une incitation aux retraites par capitalisation continuelle. Alors il y a deux traités de Rome, par exemple, avec son article 61, qui pose le principe de la liberté la libre circulation des capitaux. On a le traité de Maastricht, dans son article 73b, qui pose que toutes les réglementations paiement entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. On a par exemple en 1999, le 11 mai, l'adoption par la Commission européenne d'un plan d'action services financiers qui prévoit la suppression des obstacles au mouvement de capitaux, qui prévoit l'instauration et l'incitation à créer des retraites par capitalisation. Donc l'Europe a organisé la dérégulation. Donc l'Europe a organisé la dérégulation. L'Europe n'a eu de cesse que de pousser au crime, notamment en incitant les acteurs des marchés financiers, comme l'ont fait les banques européennes, à se porter sur les marchés, à spéculer, à acheter des papiers pourris, ce qu'on appelle les subprimes, etc. En fait, ce sont des créances irrécouvrables que les Américains ont titrisées pour en fait refiler ces créances pourries à l'ensemble de la planète. J'ajoute que nous avons eu un débat pendant des années, qui d'ailleurs n'est pas clos, avec des bons libéraux qui nous expliquaient qu'il fallait absolument en terminer avec la retraite par répartition et qu'il fallait passer à la retraite par capitalisation. C'était d'ailleurs exigé par Bruxelles. Heureusement que ça n'est pas le cas, parce que le grand problème qui va arriver aux États-Unis dans les semaines qui viennent, c'est le problème des millions de retraités qui vont voir leur retraite fondre au même rythme que fondent les cours de bourse des actions dans lesquelles ils ont investi. Donc, c'est la première chose que je voudrais dire. Mais est-ce que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas la réponse, justement, à une situation d'impuissance organisée, si je devais répondre à votre argumentation? Pas du tout. À quoi assiste-t-on? On assiste au fait que, comme d'habitude, quand il y a une très grave crise, tous les peuples se retournent vers les États-nations, qu'on appelle d'ailleurs les prêteurs en dernier ressort, qui sont les seuls protecteurs. Et actuellement, on assiste à une véritable mise en scène. L'aspect européen est une simple mise en scène, puisqu'en réalité, les décisions ont été d'abord prises aux États-Unis, où on a convoqué les membres du G7, les membres des finances. Ensuite,
On a eu M. Gordon Brown qui, dans son coin, a pris un plan. Puis, ce sont des membres de l'Eurogroupe. Je rappelle que le principe même de l'Eurogroupe, qui regroupe les 15 États membres de la zone euro, est complètement contradictoire avec le principe du traité de Maastricht. Vous savez, lorsque M. Sarkozy, par exemple, avait regroupé le G4, notamment l'Espagne et la Pologne étaient exclus. Ils étaient furieux, il y a eu 23 mécontents en Union européenne. Et dans l'Eurogroupe, lorsque 15 décident, les 12 autres sont furieux. Actuellement, vous savez à quoi se limite l'action de l'Union européenne et de la Commission? Elle s'apprête à prendre une directive sur laquelle je compte insister au cours de ce débat, pour réformer en urgence les normes comptables, c'est-à-dire en fait pour assouplir encore les règlements prudentiels. Donc aller vers plus de dérégulation encore. Voilà. Alors Nicolas Bavret, réponse à ce que vient de dire François Asselineau. Est-ce que tout cela c'est un écran de fumée? Et qu'est-ce que ça, puisque l'Europe aura organisé la situation dans laquelle on se trouve? Bon, ça, je crois qu'on ne peut pas dire que ce soit l'Europe qui ait créé cette crise. Cette crise, elle est partie des États-Unis, même si elle a été mondialisée par la titrisation et l'interpénétration des systèmes bancaires, ce qui donne le choc systémique. Il n'y a aucun lien avec la retraite par capitalisation, puisque si on regarde, il y a une chose très simple qui permet de le comprendre, c'est qu'on a des États développés où il y a des systèmes de répartition et des systèmes de capitalisation. Les États qui ont des systèmes de répartition, à commencer par la France, sont aussi touchés que les autres et leurs banques ne vont pas mieux. Donc les problèmes de retraite n'ont strictement rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui sur l'économie mondiale. Sur l'État-nation, je crois que, bien sûr, moi je ne fais pas du tout partie de ceux qui pensent que les États-nations ont vocation à disparaître, mais on a très bien vu qu'ils pouvaient agir de manière qui était contradictoire et qui les affaiblissait. Je rappelle ce qui s'est passé par exemple avec l'Irlande. Et donc les stratégies non coopératives qui ont été menées au début en Europe, elles ont eu des effets profondément déstabilisants et des effets pervers importants. L'autre exemple que j'ai donné, c'est l'Allemagne, c'était très intéressant. Là, pour le coup, au départ, une approche strictement nationale. L'Allemagne ne veut pas payer pour les autres, et puis elle s'aperçoit qu'en réalité, avec cette politique strictement nationale, elle se retrouve avec des banques qui vont sauter comme les autres. Mais est-ce que pour vous, Nicolas Bavret, comme je l'ai dit, c'est les États qui ont des compétences aujourd'hui pour faire des... Mais il n'empêche que s'ils font des politiques chacun de leur côté en refusant toute forme de coordination, on arrive exactement à la situation des années 30, c'est-à-dire des protectionnismes partout, des politiques strictement nationales et derrière un effondrement des paiements et des échanges mondiaux. Et ça veut dire des récessions extrêmement violentes et plus de chômage partout. Mais est-ce qu'en deux mots, est-ce que l'Europe et les dispositions qu'elle a prises, est-ce que l'Europe porte une part de responsabilité dans le fait que la crise partie des États-Unis se soit répandue? Est-ce qu'on aurait pu avoir un autre système qui soit moins dérégulé, pardon? L'Europe, quand vous regardez l'activité bancaire, le problème, c'est pas qu'elle ait été, on ne peut pas dire qu'elle était non régulée. Là encore, regardez le problème européen, c'est quoi? C'est le fait qu'on a des régulateurs qui sont strictement nationaux, avec des banques qui, elles, agissent dans le monde entier. Donc on n'a pas de superviseur des banques européennes. Et c'est une des difficultés majeures qui a été pointée. Donc, une des propositions qui est de passer ça à la Banque Centrale Européenne. Est-ce que sur ce point, vous seriez... Oui, non, mais pas du tout. M. Bavret fait semblant de ne pas m'avoir compris. Je n'ai pas dit que les fonds de pension, par exemple, étaient à l'origine de la crise. Je dis que heureusement que nous avons des retraites par répartition, parce que si les Français avaient placé leur retraite dans des fonds de capitalisation, ça revient à placer sa retraite au casino. Donc heureusement que nous avons des fonds de retraite par répartition pour nous prévenir de la crise. D'accord, Nicolas Bavret, ça, sur ce point. Mais sur le fait qu'il y ait un étage de répartition, ça m'apparaît une excellente chose. Il y a un principe simple sur les retraites, là aussi si on veut sortir 2 secondes de l'idéologie, c'est qu'il ne faut pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Donc l'idée d'avoir une répartition, un socle de répartition et dessus des mécanismes de capitalisation qui permettent c'est un principe de bon sens et de sécurité pour ceux qui seront les retraités de demain. Donc personne n'a expliqué qu'il fallait faire de la capitalisation partout et à n'importe quelle condition. Le superviseur, je suis désolé, M. Bavret fait semblant, là aussi, de ne pas m'avoir compris. Je n'ai pas dit que chaque État doit rester dans son
coin. C'est toujours la même histoire. Quand on montre à quel point l'Europe est inefficace et contre-productive, on vous objecte toujours « Ah, vous voulez transformer la France en Corée du Nord ». Non, bien sûr qu'il y a besoin de coordination, mais ce sont des coordinations internationales. C'est d'ailleurs ce qui se passe, parce que l'Islande, le Japon ont aussi un rôle dans toute cette affaire. Donc l'Europe, j'insiste là-dessus, est un étage totalement inefficace. Ça me fait d'ailleurs assez sourire. On parle actuellement de vouloir supprimer dans le millefeuille administratif un étage. Certains veulent supprimer le département. Nous voulons supprimer l'étage européen qui ne sert à rien. En réalité, ce qu'il faudrait, c'est effectivement, d'ailleurs, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la Banque des règlements internationaux, il y a le comité de Bâle qui règle normalement les problèmes bancaires. Il y a tout au niveau international. Arrêtons de dire que l'Europe sert à quelque chose. L'Europe, elle sert sur cette question à prendre une directive qui va consister à truquer les bilans bancaires au cours des semaines qui viennent. Je vais y revenir. On va y revenir. Juste rapidement, Nicolas Bavré. Les faits, je sais que l'Europe, elle n'est pas parfaite. Il se trouve qu'elle a longtemps été inefficace. Elle vient premièrement de dégager 1800 milliards d'euros pour sauver. C'est quand même pas si mal pour quelque chose qui est soi-disant inefficace. Donc, mais ce n'est pas l'Europe, ce sont les États. C'est la première fois, par ailleurs, si on regarde un peu la géopolitique, que l'Europe intervient dans une crise internationale majeure qui est la Géorgie et que c'est elle qui impulse la solution. Donc là, ce sont les faits. C'est bien l'Europe, alors évidemment avec des hommes politiques qui par ailleurs sont des hommes politiques qui incarnent la nation, mais qui a réussi à faire ces choses, et ces deux choses sont positives. On peut quand même le noter et le saluer. Nicolas Bavré et lisez l'Évangile à 7h49. Retour sur notre débat de ce matin consacré à la crise financière avec Nicolas Bavré, historien, économiste, en route vers l'inconnu aux éditions Perrin. C'était l'auteur, bien sûr, de La France qui tombe. Vous l'avez reconnu. François Asselineau, ancien délégué général à l'intelligence économique à Bercy, fondateur de l'UPR, l'Union populaire et républicaine. Alors, vous avez déjà écouté les divergences sur les questions européennes. François Asselineau, qui estime que l'étage européen est tout à fait inutile. Nicolas Bavré, qui affirme que cette crise est un choc salutaire, dans le sens où elle permettra d'organiser des institutions communes sur le versant économique. Ce qui nous fait défaut aujourd'hui. Réflexion de François Bayrou dans les pages du Figaro. Je vous fais commenter cette phrase extrêmement simple. Quand la réponse est européenne, ça marche. Quand la réponse est chacun pour soi, ça ne marche pas. Alors évidemment, j'imagine que vous hurlez là, François Asselineau, non? Je ne hurle pas. Je constate que c'est tout simplement une contre-vérité. C'est tout. Et pourtant, l'actualité semble apporter un peu un démenti, puisque les marchés seraient-ils remontés s'il n'y avait pas eu de réponse européenne? Attendez, M. Bavrez nous disait tout à l'heure que l'Europe avait allongé quelque chose comme on ne sait plus très bien, d'ailleurs 1800 milliards d'euros, 2000 milliards d'euros, on ne sait plus très bien. Mais c'est pas du tout l'Europe. Ce sont chaque État qui, chacun dans son coin, prend des mesures. D'ailleurs, si on entrait dans le détail, vous verriez, avec vos auditeurs, nous verrions que ce sont en fait des politiques qui effectivement ont des points communs. Mais l'Europe n'y est pour rien. Les États-Unis font pareil, le Japon fait pareil. Donc ce sont simplement des points communs pour essayer de calmer l'incendie. L'Europe n'y est strictement pour rien. Donc il se serait produit la même chose si l'Europe n'avait pas existé? Mais non, parce que si l'Europe n'avait pas existé, nous n'aurions certainement pas eu les déréglementations des marchés de capitaux et toutes les mesures que j'appelle pousse au crime qui ont abouti à l'extension généralisée du problème à ce niveau mondial. Je voudrais quand même saisir l'occasion qui nous est offerte pour attirer l'attention de vos auditeurs. La directive européenne? Non, sur l'obscénité des chiffres qui sont avancés. Car enfin, nous avons le gouvernement français qui nous dit qu'en gros on met 360 milliards d'euros sur la table. Mince alors. Monsieur Fillon, en octobre dernier en Corse, nous expliquait qu'on ne pouvait pratiquement pas faire de travaux dans un commissariat de police parce que la France était en faillite. Et voilà d'un seul coup que les dizaines et centaines de milliards d'euros tombent comme à gravelotte. Alors évidemment on va me dire mais ne vous en faites pas, ça va en fait rapporter de l'argent. De qui se moque-t-on? Sur les 360 milliards d'euros, il y a déjà 40 milliards d'euros qui sont de la dette, qui va creuser la dette publique française. On va donc faire grimper la dette publique française d'au minimum 2 points. Les critères de Maastricht sont d'un seul coup pulvérisés. Ceux-là même qui nous expliquaient qu'il fallait absolument mordicus s'en tenir aux critères de Maastricht, d'un seul coup, font voler en éclats tous ces critères. Je voudrais insister sur le fait que les 40 milliards d'euros que l'on va donner aux banques
Ça fait quand même, en gros, 240 milliards de francs. C'est 3 fois le scandale du Crédit Lyonnais. C'est également 75% de notre impôt sur le revenu. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ça qu'on a demandé aux parlementaires de trancher en 1 heure. Mais enfin, c'est quand même invraisemblable. Quant aux 360 milliards d'euros, ça représente en gros 7 ou 8 années d'impôt sur le revenu. Mais enfin, c'est un problème monstrueux. C'est monstrueux, les cadeaux qui sont ainsi faits aux banques. Alors on va dire, oh, c'est pas des cadeaux aux banques, vous exagérez, on va en fait y retrouver ces petits... Excusez-moi, la crise qu'il y a eu au Japon a montré à quel point les chiffres qui sont avancés en premier, en fait, dérapent. Et nous nous trouvons face à un sinistre financier d'une ampleur absolument colossale. Nicolas Bavret, sur ce point, ce cadeau incroyable, monstrueux. C'est pas un cadeau et c'est sûrement pas un cadeau aux banques. Quel est le problème posé ? Je rappelle ce qui s'est passé en 29. En 29, on a eu un krach boursier aux États-Unis qui est devenu une déflation mondiale avec des taux de chômage qui ont atteint 25%, un effondrement du commerce international des 3/4 et puis une récession extrêmement violente avec des taux de moins 10% sur l'activité par an au départ dans les années 30. Parce que, qu'est-ce qui a fait la mécanique de transmission ? Ça a été les faillites bancaires. Le nombre de banques aux États-Unis est passé de 25 à 15 000 en l'espace d'1 an. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on sauve les banques ? Donc de 25 000 à 15 000. C'est pas pour faire plaisir aux banquiers, c'est parce que quand un système bancaire s'effondre, toute l'activité s'effondre. Et on a un exemple récent qui confirme ça, c'est l'Argentine en 2000-2001. Donc soit on veut paupériser l'ensemble des citoyens des pays développés, soit on sauve les banques. C'est pas du tout pour s'amuser à faire des cadeaux banquiers, c'est parce que c'est l'intérêt général. Et il faut avoir ça en tête. Maintenant, regardons comment c'est fait. Donc, sur les fameux 360 milliards, on a 40 milliards de recapitalisation si les banques le demandent, et puis on a 320 milliards de garantie. Il y a plusieurs choses qui sont très importantes. Premièrement, c'est limité dans le temps. Deuxièmement, ceci ne se fait pas gratuitement, contrairement à ce qui a été dit sur la recapitalisation. Ça donne droit à des actions de préférence, c'est-à-dire que l'État touchera en priorité des dividendes. Donc, ça n'est absolument pas gratuit. Quant à la garantie, elle est également payante, c'est-à-dire que les banques paieront entre 1,8 et 2 points de taux d'intérêt supplémentaires pour bénéficier de cette garantie. Et si cette mécanique fonctionne bien, il se passera ce qu'on a vu par ailleurs pour Alstom, c'est-à-dire que l'État va intervenir, sortira et fera au passage une plus-value. Et surtout, au passage, on aura réassuré pas les banquiers, mais le système bancaire sans lequel une économie ne peut pas fonctionner. Donc c'est bien ça le tableau général. Il n'y a aucun cadeau et il ne s'agit pas de donner de l'argent aux banquiers. C'est un investissement fait par le contribuable et c'est l'investissement le plus intelligent qu'il puisse faire parce que sinon nous sommes tous ruinés. N'oubliez pas que tout ce que nous avons les uns ou les autres, ou l'essentiel, ce ne sont jamais que des écritures dans les livres de compte des banques. Le jour où les banques n'existent plus, tout ce qui est dépôt, investissement, une partie des retraites également, tout ça est réduit à néant et c'est absolument ce qu'il faut éviter. Les options liquidatrices, on a vu ce que ça donnait dans les années 30. Je ne pense pas que ce soit très intelligent de vouloir refaire la même chose. Et pour tous ceux qui pourraient encore avoir un doute, je leur demande de regarder ce qui s'est passé avec la faillite de la banque Lehman. On croyait qu'on pouvait la faire tomber en faillite parce que c'était justement une banque d'investissement, sans problème. Voyez-en quoi, 4 semaines et demie après, on n'a toujours pas de marché interbancaire. A tout de suite de Marseille. Et c'est sur la question européenne que se cristallisent les débats ce matin entre Nicolas Bavret et François Asselineau. Nicolas Bavret, historien, économiste. La France qui tombe, bien sûr, c'était l'essai qui vous a fait connaître, Nicolas Bavret, et vous revenez avec En route vers l'inconnu aux éditions Perrin. François Asselineau, inspecteur général des finances, ancien délégué général à l'intelligence économique. L'Union populaire et républicaine, c'est le parti politique que vous avez fondé. Alors, je reviens sur le débat qui nous occupait juste avant 8 heures. En gros, François Asselineau, vous avez dit, c'est obscène le vertige que nous donnent les chiffres
qui se sont allongés, 360 milliards alors qu'on ne peut pas rénover un commissariat de police ou qu'on ne sait pas comment financer le RSA. Et Nicolas Bavret, vous avez détaillé ce plan en disant que ce n'était pas un plan gratuit et que c'était la meilleure chose qui pouvait se produire, puisque si ce plan n'avait pas eu lieu, eh bien c'est tout l'effondrement du système en cascade qui se serait produit et donc la ruine générale. Alors François Asselineau, réponse à Nicolas Bavret. Alors un instant quand même, je reviens sur les chiffres, j'insiste parce que M. Bavret n'y a pas répondu. Nous allons pulvériser les critères de Maastricht. Ça veut donc dire que le traité de Maastricht, on peut très bien s'en passer. La preuve est faite. Pourquoi est-ce que l'on s'en passe lorsqu'il s'agit de venir au secours du système financier et que l'on ne s'en passe pas lorsqu'il s'agit de venir au secours de l'économie française qui est en récession? Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, j'insiste encore sur l'obscénité des chiffres. Vous savez, on va réformer la carte militaire, on va mettre des quantités de régions en France dans une situation difficile pour économiser combien? À terme, 2 milliards d'euros. Là, on nous annonce 360 milliards d'euros. Est-ce que vous savez, par exemple, que l'ONU a fait un sommet anti-pauvreté récemment? Ils ont recueilli... Le sommet anti-pauvreté de l'ONU a recueilli pour des promesses de dons de l'ensemble des pays de la planète, des pays riches, pour 16 milliards de dollars. En d'autres termes, le plan actuellement prévu en Europe, aux États-Unis, représente 220 fois le plan anti-pauvreté. Quand je vois le journal La Croix de ce matin qui dit que les Français restent solidaires du Sud, ben c'est peut-être le cas des Français, mais force est de constater que les autorités sont d'abord solidaires du système financier. Oui, mais parce qu'on n'a pas le choix, c'est ce que disait Nicolas Bavret. Oui, hein. Bien entendu, je ne nie pas le fait qu'il faut intervenir. Je ne suis pas non plus un catastrophiste, je ne suis pas là pour pousser à la catastrophe. Et vous êtes plutôt interventionniste, vous d'ailleurs. Bien sûr. Simplement, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Là aussi, nous ne sommes pas dans la loi de la jungle. Il y a un système qui existe en France, comme dans tous les pays du monde, c'est le droit commercial. Lorsqu'il y a une faillite d'entreprise, qu'est-ce que l'on fait? La première chose, eh bien, on débarque les dirigeants qui ont failli, on les met en examen, et on nomme un administrateur provisoire qui est seul à même de restaurer la fameuse confiance, c'est-à-dire un tiers honnête et intègre qui fait le bilan de l'actif et du passif et qui voit quelles sont les conséquences à en tirer et qui par ailleurs mène une enquête sur le patrimoine personnel du dirigeant qui a failli. Eh bien, moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on n'applique pas cette procédure héritée des siècles et tout simplement du bon sens et de la justice à la situation actuelle. Qui fallait-il débarquer? Mais écoutez, nous avons quand même des autorités de tutelle. Les membres de la Banque Centrale Européenne qu'ont-ils fait pour prévenir le désastre? M. Trichet a augmenté les taux d'intérêt le 3 juillet dernier, les taux d'intervention de la Banque Centrale Européenne, ce qui a poussé encore une fois à la catastrophe. Et d'ailleurs, la Banque Centrale Européenne a été obligée ensuite de faire machine arrière trois mois après, ce qui témoigne d'une imprudence dans la gestion des taux d'intérêt qui est importante. Mais par ailleurs, eh bien, j'aimerais que l'on enquête sur l'ensemble des membres des conseils d'administration de tous les établissements financiers qui sont dans cette situation. Sur les dirigeants, il n'y a pas que... Il est de bon ton, à juste titre d'ailleurs. Le président de la République, à juste titre, est intervenu pour s'indigner des parachutes dorés et des stock options. Mais il y a tout le patrimoine accumulé. On ne peut pas demander aux Français de ponctionner 75% de leur impôt sur le revenu potentiel pour une année, et peut-être même à terme, parce que les engagements sont des engagements, peut-être 6 ou 7 années d'impôt sur le revenu, des sommes qui sont considérables, en laissant les responsables de ces opérations en fonction. Donc les patrons des banques, vous voudriez qu'ils soient débarqués, qu'on enquête sur eux et qu'on nomme un administrateur? Ce serait logique. Ce serait logique de la même façon qu'il serait logique que d'enquêter sur le rôle des agences de notation qui ont fait tout simplement de la diffusion de fausses nouvelles. Je suis désolé, mais lorsque Standard & Poor's note doubly Lehman Brothers, alors que Lehman Brothers a fait 3 mois après, double A, normalement la bonne notation, selon la catégorisation même de Standard & Poor's, aurait été de le noter D. Donc nous avons des sociétés de notation qui en fait font partie du même petit univers et qui ont contribué également à égarer et à tromper la confiance publique. Nicolas Bavret, sur ces points précis, il suffirait d'appliquer le droit commercial, somme toute. Ça a été fait, ça a donné un résultat particulièrement heureux, c'est la faillite de Lehman. C'est exactement ça, on a mis Lehman en faillite, il y a effectivement un administrateur qui a été nommé, et moyennant quoi, aujourd'hui, 4 semaines et demie après, on n'a toujours pas de marché interbancaire qui fonctionne et on a créé une panique financière généralisée. Donc, si on veut mettre les banques, toutes les banques françaises sous administration provisoire, là, effectivement, on a la garantie d'avoir
des retraits généraux des dépôts de tout le monde et une débâcle bancaire et financière absolue. Donc il se trouve que cette technique a été utilisée et qu'elle a donné un désastre. Donc au moins tirons là encore les conséquences des faits au lieu de rêver ou d'agiter des peurs. Mais ce n'était pas une juste sanction, somme toute, après tout. Les sanctions, elles existent. C'est faux de penser qu'il n'y en a pas. Sanction des actionnaires. Je rappelle que quand les États rentrent, eh bien, les actionnaires existants sont ruinés. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai également en Europe avec la dissolution. Deuxièmement, les dirigeants partent. Il est faux de dire qu'ils restent. Les dirigeants partent. Troisièmement, quand l'argent public est investi, il y a des conditions. Des conditions qui sont fixées sur l'encadrement des rémunérations, des conditions fixées sur la nécessité pour les banques de financer l'économie réelle, les ménages, les PME et un certain nombre d'entreprises. Donc aujourd'hui, quand on explique que c'est un chèque en blanc, là encore, au système financier, je rappelle que tout ceci, c'est tout simplement inexa. Ça n'est pas le système financier, c'est la garantie des dépôts de chacun d'entre nous qu'on est en train de réassurer. Mais Nicolas Babré, quand Jacques Attali dit que les banques ont été gagnantes à double titre, une première fois parce qu'elles se sont, pardonnez-moi l'expression, mais goinfrées avec des taux de rémunération monumentaux sur les subprimes, jusqu'à 40%, et que maintenant, quand ça va mal, c'est l'État qui passe à la caisse. Donc la formule, donc là aussi, elle se rattrape de manière qui est toujours à leur avantage. Une des conséquences importantes de cette crise, c'est que effectivement, on est en train de créer un système bancaire qui est irresponsable, qui va être un objet extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que justement, depuis Lehman, maintenant, chacun sait que pour très longtemps, aucun pays développé ne laissera une banque faire faillite. Ce qui veut dire qu'elles vont pouvoir avoir des attitudes de risque sans sanction. Donc il va falloir... Deuxièmement... Donc ça peut s'aggraver en fait, comme situation. D'accord. Le système bancaire est en train de se restructurer, de se concentrer. Donc on va avoir peu de banques, d'énormes banques universelles. Et troisièmement, puisqu'il faut qu'elles fassent... il faut qu'elles reconstituent leurs réserves, elles vont devoir gagner leur vie avec leurs clients, donc avoir des marges assez confortables. Et enfin, on aura un espèce de mix de capitaux publics et de capitaux privés dedans, comme on voit aujourd'hui avec l'État belge qui est devenu le premier actionnaire de la BNP, ou des États qui vont rentrer, ou le Trésor britannique qui est le premier actionnaire maintenant de 3 des grandes banques du pays, hors HSBC. Donc, ces objets-là, il est clair que compte tenu, c'est ce qui est dit par ailleurs, ce sont les seules entreprises qui ne pourront pas faire faillite et justement qu'on ne mettra jamais sous administration provisoire. Mais ça va supposer effectivement des systèmes de régulation précis parce que sinon on va avoir des oligopoles à moitié publics, à moitié privés qui auront une capacité de peser sur l'économie et d'avoir des pratiques anticoncurrentielles extrêmement fortes. Donc l'effet pervers de ce qui est en train de se produire, c'est qu'on est peut-être en train de créer les conditions précisément qu'il faudrait éviter. Reproduire le système empire. Un des problèmes de la sortie de crise que d'éviter de reconstituer un système bancaire mais pas parce qu'il sera justement mais parce qu'il sera à cheval sur le public et le privé et qui ne pourra pas faire faillite, qui pourrait avoir des attitudes de risque extrêmement dangereuses et on le voit avec des conséquences pour l'ensemble de l'économie parce que ça c'est tout à fait c'est cette spécificité des banques dont il faut tenir compte puisque de fait, et on en a encore eu la démonstration très clair, on ne peut pas les laisser faire faillite. Et aujourd'hui, on n'a pas tiré toutes les conséquences de cette situation exorbitante des banques dans des économies marchandes extrêmement intégrées comme celles dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. François Asselineau, on ne peut pas les laisser faire faillite. Non, bien entendu, mais je ne disais pas de les laisser faire faillite. C'est ce que vous recommandiez tout à l'heure, quand même, avec l'administrateur. Pas du tout. Un administrateur judiciaire est là pour voir si on peut les mettre en règlement judiciaire ou en liquidation des biens. Ça ne veut pas dire une faillite. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que ça pourrait créer une panique quand même si vous voyez que mais non, attendez, la panique, elle est là. Je voudrais revenir sur l'origine de la crise. Elle est due essentiellement à deux choses. Un, une émission délirante de crédits bancaires et d'inventions financières de toute nature. Vous êtes tous les deux d'accord. Oui, non, parce que monsieur Bavrez, tout à l'heure, a laissé entendre au début de cette émission que la France aurait des dettes publiques invraisemblables. Je suis désolé. En termes d'endettement public, nous sommes
la France est à 65,9% d'endettement public du PIB, les États-Unis sont à 70%, vont passer à 80% avec le plan Paulson. En termes d'endettement public, nous sommes en dessous des États-Unis, comme d'ailleurs en dessous de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Italie, du Japon, de la Grèce et j'en passe. Maintenant, il y a les autres agents macroéconomiques dont jamais les penseurs libéraux ne nous parlent. Le problème des États-Unis, c'est que les ménages ont une dette. La dette privée des ménages américains est de 110% du PIB, quand en France, la dette privée nette des ménages, défalcation faite du taux d'épargne, est de l'ordre de 32% du PIB. Ça veut dire que les ménages américains sont 4 fois plus endettés que les ménages français. À quoi s'ajoute la dette privée des entreprises, 57% du PIB en France, 210% aux États-Unis. La réalité donc des faits, c'est que la France est une société qui est beaucoup moins endettée sur tous les compartiments, dette publique y compris, et a fortiori dette privée, que les États-Unis. Donc vous allez à l'encontre d'une idée reçue selon laquelle nous serions totalement plombés par le bas? Bien entendu. Et puis surtout, je voudrais insister sur le fait que ce qui fait la vraie force de la croissance américaine, c'est l'endettement. C'est uniquement une économie d'endettement. Et ça, ces endettements monstrueux ont été en plus renforcés par toute une série d'inventions financières plus ou moins spéculatives, comme par exemple les défauts de crédit, les crédits de default swap, et toute l'activité des fonds spéculatifs, dit les hedge funds. Ça, c'est la première grande raison de la crise. La deuxième grande raison, c'est une absence criante de réglementation prudentielle. Le scandale des agences de notation, j'en ai parlé, le scandale des rémunérations pousse au crime pour tous les gens qui travaillent sur les marchés, etc. Et comment prétend-on régler cette crise? Premièrement, on va faire du déficit budgétaire partout. Le plan Paulson, c'est du déficit budgétaire. Le plan français, c'est du déficit budgétaire, etc. Donc on va accroître les liquidités, la création monétaire. C'est-à-dire que, comme disent les Chinois, on va faire de l'irrigation en période de crue. Et deuxièmement, la Commission européenne se prépare à assouplir, comme on dit gentiment dans les médias, les réglementations bancaires, c'est-à-dire en fait à diminuer encore les règles prudentielles. C'est de ça qu'il s'agit, c'est que nous avons affaire à un véritable cercle vicieux qui est en train de se produire. Alors moi je voudrais dire, si j'ai quelques instants encore, qu'il faut comment faire pour empêcher le retour de pareilles catastrophes. Eh bien d'abord il faudrait s'interroger sur toutes les activités spéculatives. Il faut mettre les hedge funds, les fonds spéculatifs, hors la loi. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il faut, d'une façon ou d'une autre, réinstaurer un contrôle des mouvements de capitaux et en particulier lutter contre toutes les opérations de spéculation par l'instauration, par exemple, d'une petite taxe, alors la style taxe Tobin, avec un tout petit pourcentage, mais qui suffit à empêcher les allers-retours quotidiens des spéculateurs. Troisièmement, il faudrait expliquer au peuple de la planète, à commencer par le peuple français, l'injustice criante de l'Organisation mondiale du commerce, où nous voyons les États-Unis, par exemple, qui n'ont pas les mêmes règles que le reste du monde. Nous sommes tenus par des problèmes de balance des paiements. Les États-Unis, eux, peuvent creuser leur balance des paiements ad infinitum. On ne peut donc pas avoir un système commercial et financier juste et équilibré sur long terme si l'on tolère qu'un État, les États-Unis d'Amérique en l'espèce, puisse creuser indéfiniment leur balance des paiements. 8h16. Le débat ce matin, c'est avec François Asselineau, ancien délégué général à l'intelligence économique à Bercy, que vous venez d'entendre, et Nicolas Bavret, historien économiste, en route vers l'inconnu aux éditions Perrin. Alors évidemment, je suis obligé de vous faire réagir, Nicolas Bavret. Si je prends votre éditorial du Monde que j'avais sous les yeux il y a quelques instants, avec la chute, il faudrait que je le retrouve, votre chute, c'était que la question du libéralisme, ce n'était pas le libéralisme en fait qui était en cause, qui était le responsable, mais la solution. Alors apparemment, François Asselineau dit l'inverse. Hein. Non, mais d'abord, sur ce qui vient d'être dit, là encore, il y a un paradoxe incroyable. Expliquer que les États-Unis peuvent faire des erreurs de politique économique en toute impunité, on a aujourd'hui la démonstration du contraire. C'est-à-dire qu'effectivement, le déficit de la balance commerciale et de la balance des paiements des États-Unis est une des explications des difficultés dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est absolument vrai que les États-Unis sont une économie d'endettement.
économiquement et qu'il y a eu un développement absolument incroyable du crédit. Mais il est tout à fait faux de penser que ça n'est pas le cas chez nous ou en Europe, alors avec des structures qui sont différentes. En Espagne ou au Royaume-Uni, on a eu aussi beaucoup de dettes privées. Chez nous, je le répète, c'est la dette publique. Sur les États-Unis, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a 34% de prélèvements obligatoires aux États-Unis. Un point de prélèvements obligatoires aux États-Unis, c'est 140 milliards de dollars de plus de recettes publiques. Donc les États-Unis vont devoir augmenter les impôts, c'est tout à fait clair. Les ménages américains vont devoir se mettre à épargner au lieu de s'endetter, c'est tout à fait clair. Le modèle économique va devoir bouger, mais ils en ont tout à fait la capacité. Pourquoi? Parce qu'en face, et ça, il faut quand même l'avoir présent à l'esprit, en face de ces dettes, les États-Unis ont quand même un atout qui est majeur, c'est que c'est le pays qui garde la capacité d'attirer les meilleurs talents et les meilleurs cerveaux. Tant qu'ils auront ça, eh bien, ils auront la capacité de créer en face, parce que c'est une économie d'endettement, mais c'est aussi une économie de production. Et le problème de la France, c'est que c'est aussi une économie d'endettement, mais ça n'est plus une économie de production. Il n'y a qu'à voir la tête de notre balance commerciale et de notre balance des paiements. Donc ça, la France qui tombe, c'est surtout cela pour vous. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Alors, il y a trois choses à faire. L'urgence, je le répète, l'urgence absolue, c'était la sauvegarde du système bancaire, c'est assez largement en cours. Ça, c'est d'accord. Moyen terme, nous allons avoir donc en 2009 une récession extrêmement violente dans le monde développé, dont à mon avis les dirigeants politiques sous-estiment encore aujourd'hui la violence, avec une remontée du chômage très forte. Du coup, il est parfaitement justifié de soutenir l'activité pour cette période d'urgence. Il est clair que sur ensuite le moyen terme, il va falloir, qu'est-ce que c'est que, puisqu'on a cette énorme bulle de crédit, le but c'est d'éviter les années 30, c'est-à-dire l'option liquidatrice qui est effectivement tout le monde en faillite, et puis ensuite on repart une fois que le truc s'est écoulé. Ça c'est ravageur d'un point de vue économique et social, mais aussi politique, parce que ça donne de l'extrémisme. Donc, mais on va essayer d'amortir la réduction de cette énorme bulle, mais il va bien falloir l'amortir, ce qui veut dire que les économies développées, elles vont avoir une croissance qui va être à moyen terme en dessous de leur croissance potentielle, puisqu'on va devoir reprendre ce stock de dettes accumulées, donc les gens vont devoir travailler, faire des gains de productivité pour rembourser cette dette. Et Nicolas Bavré, le troisième élément sur lequel allez-y sur le troisième point, c'est effectivement, je l'ai dit au départ, le problème cardinal, une mondialisation financière qui est allée plus vite que la mondialisation économique, pas de mondialisation politique à mettre en face de tout ça. Il est clair qu'il va falloir travailler sérieusement. Mais est-ce que sur des points précis comme la mise dans la loi des hedge funds ou la renégociation de toutes les règles de l'OMC qui sont en faveur des États-Unis, est-ce que vous y êtes favorable? Mais d'abord, les règles de l'OMC, elles ne sont pas particulièrement en faveur des États-Unis. C'est absolu. Les règles de l'OMC, pour l'instant, elles sont tout à fait bloquées puisque le cycle de Doha, il est bloqué. Il est bloqué aujourd'hui, pas traditionnellement comme d'habitude, à cause du match Europe et États-Unis sur l'agriculture. Il est bloqué à cause de l'Inde et des pays du Sud, notamment sur les services, etc. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que là encore, je pense qu'il ne faut pas se tromper de monde. Hein. Le monde où les États-Unis étaient une hyperpuissance et où effectivement on leur tapait dessus parce qu'on pensait qu'ils allaient exagérer. Ce monde appartient au passé. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde multipolaire avec un capitalisme et des systèmes de marché qui vont vivre dans des systèmes culturels extrêmement différents. Et c'est ça aujourd'hui les difficultés qu'il nous faut régler. Donc c'est pas l'hyperpuissance américaine, elle appartient au passé. Les États-Unis sont maintenant une puissance relative. Alors le problème, c'est d'arriver à faire vivre ces différents pôles avec un minimum de coordination, on l'a bien vu à cause de cette crise, et avec un minimum également de règles communes. C'est ça la grande difficulté qui nous attend. C'est pas l'hyperpuissance américaine, celle-là, il y a eu suffisamment d'erreurs lourdes qui ont été faites par les États-Unis pour qu'ils le payent pour en tout cas une période importante. Et en tout cas, c'est plus le sujet, l'hyperpuissance américaine. Alors justement, Nicolas Bavré nous entraîne sur le terrain d'une redistribution des cartes géopolitiques, peut-être d'un basculement. On l'a d'ailleurs déjà dit à plusieurs reprises sur cette antenne. Est-ce qu'on assiste au fait que les États-Unis sont de l'autre côté de la montagne maintenant et qu'ils passent la main à d'autres puissances asiatiques, en particulier l'Asie que vous connaissez bien, François Céliot? D'abord, je suis content de voir que finalement M. Bavré nous explique que les États-Unis sont sur le déclin, qu'il faut finalement se passer les critères de Maastricht,
Maastricht, qu'il faut faire intervenir les États, que la mondialisation finalement débouche sur des catastrophes. Donc tout ça sont quand même des choses qui sont tout à fait nouvelles dans sa bouche et sous sa plume. Et les hedge funds, vous n'avez pas répondu. Non, il n'a pas répondu sur les hedge funds ni sur la spéculation. Les hedge funds, il faut les réguler. Mais pas les interdire. Mais bien sûr que non. Voilà, bien sûr que non. C'est-à-dire, c'est toujours la même histoire. À chaque fois qu'il y a une crise, on dit toujours on va mieux réguler. Jusqu'à la crise suivante, il n'y a jamais de prise de conscience. Alors, je voudrais insister aussi sur un point. Sur le point du basculement géopolitique, quand même, est-ce que vous êtes, vous connaissez bien le Japon en particulier? Oui, je connais bien le Japon, j'y ai vécu, je connais bien la Chine. Oui, qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous avons simplement des puissances asiatiques qui ont des milliards de dollars de réserve. On parle de 1500, 1800 milliards. Il n'y a pas que la Chine et le Japon. Les deux principaux, c'est la Chine et le Japon. Mais vous avez raison, il y a la Russie, il y a Taïwan, et il y a le Singapour, il y a l'Inde, il y a les Émirats arabes unis, il y a l'Arabie, etc. Ces pays, les fonds souverains. Ces pays, fonds souverains ou pas fonds souverains, mais enfin, il y a effectivement des créances considérables. Ces pays, figurez-vous, ne vont pas laisser leurs dollars s'évaporer dans la nature au fur et à mesure que le dollar va s'effondrer, très probablement dans les mois et les années qui viennent. Bon. Donc ils vont faire quoi? Eh bien, ils vont acheter par appartement l'Occident. Ils ont d'ailleurs commencé de le faire lorsque Lenovo, par exemple, le chinois a racheté IBM PC, ou lorsque l'Indien Mittal a racheté Arcelor. Le petit problème que l'on va voir arriver, on l'a vu aux États-Unis lorsque la compagnie chinoise Knock a voulu racheter la compagnie californienne de pétrole Unocal. Eh bien, d'un seul coup, nos amis américains ont dit niet. Voilà. Les mouvements de capitaux, liberté de mouvement de capitaux. Ah ben non. Dans le réflexe politique protectionniste. Bien entendu. Et ce qui est en train de se passer aux États-Unis, je vous l'avais déjà dit à cette antenne il y a quelques mois, parce que j'essaie toujours de prévoir les événements longtemps à l'avance, c'est une formidable montée du protectionnisme qui ne vient pas de France, qui vient des États-Unis et qui va être imposé par le peuple américain, parce que lorsque les Américains vont se rendre compte que les Chinois veulent acheter tel ou tel grand, par exemple, je ne sais pas, General Motors, Ford, qui sont pratiquement des valeurs à la casse aujourd'hui, l'action est très basse, hein. Bien entendu, moins que paraît-il qu'en 1929 en capitalisation, eh bien, il va y avoir un formidable mouvement qui a d'ailleurs largement commencé aux États-Unis. On ignore beaucoup les réglementations des États à l'intérieur des États-Unis. Eh bien, on va avoir un formidable mouvement qui va dire non, pas du tout, il faut y avoir du patriotisme économique. Et à cet égard, je voudrais insister sur le fait que nous allons peut-être avoir un retour à la pensée libérale, mais la vraie, pas la fausse, pas ce qu'on entend aujourd'hui. Et je voudrais insister sur le fait... C'est-à-dire laquelle, la pensée libérale, la vraie? Les penseurs, les pères fondateurs. Donc, on nous dit toujours Adam Smith, par exemple. Mais Adam Smith, dans La richesse des nations, en 1776, lorsqu'il parle de la main invisible, c'est la même phrase. Il dit... En préférant le succès de l'industrie nationale à celui de l'industrie étrangère, chaque individu ne pense qu'à se donner personnellement une plus grande sûreté et il ne pense qu'à son propre gain. En cela, il est conduit par une main invisible. C'est-à-dire que le concept fondateur du libéralisme, selon Adam Smith, il est inséparable du concept de sécurité nationale. Quant à David Ricardo, dernier point, autre père fondateur, celui-là du libre-échange, dans ses principes au chapitre 7 sur le commerce extérieur, il écrit ça, excusez-moi. L'expérience nous montre que l'insécurité des capitaux qui ne se trouvent pas sous le contrôle immédiat de leurs propriétaires, jointe à la répugnance naturelle qu'éprouve tout homme à quitter le lieu de sa naissance et de ses relations pour aller se confier avec ses habitudes acquises à un gouvernement étranger et à des lois nouvelles, sont autant d'obstacles à l'émigration des capitaux. Ces sentiments, je serais fâché de les voir s'affaiblir. David Ricardo, Adam Smith, retour à la pensée libérale, retour du protectionnisme, ce sera votre dernier point en une minute, Nicolas Bavré. Alors peut répondre à cela. Les structures déflationnistes sont des structures très dangereuses parce qu'elles déstabilisent les classes moyennes des démocraties et donc effectivement elles donnent lieu à des pulsions qui sont des pulsions nationalistes, protectionnistes et populistes. Il est vital d'arriver... Est-ce que vous pensez que ça va se produire ça? Bien sûr, c'est effectivement à l'œuvre, et y compris aux États-Unis, c'est tout à fait juste. Sur le libéralisme, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que notamment en France, il y a une présentation du libéralisme qui est tout à fait ahurissante, où on explique que c'est un économisme, que le libéralisme nierait l'État, se confondrait avec la dérégulation et je ne sais quel nombre d'N. C'est tout à fait faux, et il est bien vrai que la pensée libérale, c'est une pensée qui est d'abord politique, qui reconnaît l'autonomie et le primat du politique, et qui est fondée sur la modération des passions collectives. Et en cela, c'est vraiment la réponse à ce qui se passe aujourd'hui. Merci beaucoup. Nicolas Bavré, En route vers l'inconnu aux éditions Perrin.
terrain. François Asselineau, merci, ancien délégué général à l'intelligence économique, l'UPR, l'Union populaire et républicaine. Bonne journée.